Bonjour à tous, bienvenue au webinaire atelier formation sur la commande publique. Alors, vous êtes à peu près une petite vingtaine aujourd'hui. Pour l'instant, on n'est pas très nombreux, mais je vois que de plus en plus de gens arrivent. Donc, ce que je vous propose, c'est d'attendre 3-4 minutes le temps que les gens se connectent, que les retardataires arrivent. Donc, on va éteindre notre micro et notre caméra pendant 3-4 minutes et on reprendra la parole pour commencer. Je vous remercie. Bonjour aux nouveaux arrivants qui viennent de nous rejoindre. Je vais peut-être en profiter avant que les autres personnes nous rejoignent de vous présenter un peu la plateforme Livestorm, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous recommande de vous connecter via Google Chrome. C'est le meilleur navigateur pour profiter de toutes les possibilités de la plateforme et vous aurez une meilleure expérience. Donc, n'hésitez pas à utiliser le navigateur Google Chrome. Vous avez à droite de votre écran 4 onglets. Un onglet chat sur lequel vous pouvez échanger, même entre vous, ou si vous avez des remarques. Un onglet questions. Donc, je vous inviterai à poser vos questions si vous avez des questions pendant le webinaire et l'intervention de Bernard Lacroix, de poser votre question dans cet onglet-là. Un onglet sondage que nous n'utiliserons pas et un onglet participants donc qui liste les participants présents aujourd'hui pour cette session. Donc, comme je disais, l'onglet questions. Si vous avez des questions pendant l'intervention de Bernard Lacroix, n'hésitez pas à les poser. Moi, je me chargerai de les remonter à l'oral et de les poser durant l'intervention de Bernard. L'intervention, donc cet atelier va durer 2 heures. Ça sera un atelier assez dense. On essaiera de prendre des questions. On ne les prendra peut-être pas toutes parce qu'on a pas mal de choses à vous dire. Enfin, Bernard aura pas mal de choses à vous dire. Je laisserai Bernard aussi se présenter après. Je vais aussi en profiter pour présenter rapidement la Technopole. Je pense que pas mal d'entre vous nous connaissent, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc la Technopole Eurekatech est basée au Technoparc Chrysalide, le Technoparc de Grand Angoulême, qui est basé à Saint-Michel. Et nous, on a pour mission à la Technopole de soutenir les entreprises et les porteurs de projets innovants sur le territoire. Donc, au travers de plusieurs parcours, un parcours incubation, un parcours pépinière et un parcours croissance.
Voilà, et on est aussi en charge d'animer tout l'écosystème du territoire autour de l'innovation. Et pour ma part, donc, je suis Laetitia Bussard, la responsable marketing et com de Recatech. Voilà, donc tout est dit. On est une dizaine de personnes, donc on a quand même pas mal de personnes qui ne sont pas encore connectées, donc on va attendre un tout petit peu. Bernard, peut-être que vous pouvez vous présenter en attendant déjà. Oui, d'accord. Bonjour à tous. Donc moi, je suis donc Bernard Lacroix. Je suis directeur du service commun de la commande publique, donc qui est en charge en fait de la passation et on va dire de l'accompagnement de l'exécution des contrats publics de la ville d'Angoulême et de Grand Angoulême. Donc nous sommes placés sous l'autorité de l'agglomération d'Angoulême, hein. Voilà, bon, pour vous dire, ça fait à peu près la ville d'Angoulême plus Grand Angoulême, à peu près 200 marchés par an. Voilà, donc avec autant de procédures de publicité, de mise en concurrence dont on va parler par la suite, qui sont lancées pour ces deux, principalement en tout cas pour ces deux structures. D'accord. Voilà. Merci Bernard. Alors, vous allez partager tout à l'heure un support pour votre intervention. Est-ce que le support sera peut-être disponible pour les participants pour alors transférer ou pas? Oui, bien sûr, oui. D'accord. Je le mettrai à disposition avec. Hein, oui. D'accord. Parce que, bon, il y a beaucoup de notes dessous, en fait, je pense qu'ils peuvent les intéresser aussi. Là, l'idée, c'est pas de surcharger la présentation, mais je pense qu'il y a des informations intéressantes aussi dans les notes en tout cas, qui pourraient être utiles. D'accord, très bien. Ce webinaire est aussi enregistré, donc si vous voulez le revoir à tête reposée plus tard, n'hésitez pas à nous en faire la demande chez Eurekatech. On se fera le plaisir de vous donner le lien et on mettra de toute façon ce replay sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, j'en profite, si vous voulez en savoir plus sur Eurekatech, on a un site eurekatech.fr. Vous pouvez aussi vous abonner à notre page LinkedIn et à notre page Facebook, donc Technopole Eurekatech, et on a aussi donc une page YouTube où on archive tous nos webinaires et nos vidéos sur nos événements. Donc n'hésitez pas à aller consulter nos réseaux sociaux. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Bernard, je vous passe la parole. Pour ma part, je vais éteindre mon micro et ma caméra. Et comme je le disais, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Bernard, je vous interromprai pour vous les passer. Mais n'hésitez pas, je vous ai dit que j'étais bavard en plus, donc il ne faut pas hésiter à me couper. Je me permettrai aussi de vous rappeler l'heure qui tourne. Voilà. Le temps, c'est très gentil de votre part. Merci et bon webinaire à tous. Merci. Donc, l'intérêt de ce webinaire aujourd'hui, c'est de parler assez rapidement, en tout cas, balayer les règles principales de la commande publique. Et déjà, au moins d'approcher le sujet qui est celui des marchés publics en particulier, voilà, qui a quand même, qui est une opportunité aussi pour les entreprises du territoire, en particulier forcément sur les deux principaux, enfin deux des principaux acteurs de cette commande publique sur le territoire, que sont la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et donc la ville d'Angoulême. Donc d'abord, la première question qui se pose pour nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par le terme marché public. Et donc les marchés publics sont définis, comme vous le voyez, par l'article 1111 du Code de la commande publique. Donc, les marchés publics, donc un marché est défini comme un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code, avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. Alors, déjà dans cette définition, il y a plusieurs choses intéressantes, en tout cas qui méritent qu'on s'attarde. D'abord, un marché public, c'est un contrat.
Donc, comme par principe, un contrat, c'est l'engagement de deux parties, hein, en général l'une pour réaliser une prestation et l'autre pour payer un prix. Et comme vous pouvez le voir, hein, c'est conclu, ce qui va définir en tout cas le marché public, c'est la contrepartie d'un prix. Donc c'est le paiement d'un prix qui va déterminer en tout cas si on est dans le cadre d'un marché public ou pas. Et ce, dès le premier euro. Hein. Un marché public est constitué dès qu'il y a en tout cas un prix. Donc un marché public en tout cas ne peut pas être par principe gratuit. Alors, il pouvait exister un certain nombre de contrats où la collectivité ne payait pas directement un prix. C'est le cas notamment des mobiliers urbains publicitaires où, comme on peut le voir assez dernièrement, la mise à disposition, par exemple, d'un véhicule publicitaire à titre gratuit, hein, où les collectivités sont assez, comment dire, elles sont sollicitées en tout cas par ces entreprises-là qui mettent à disposition gratuitement un véhicule siglé. Là, ça constitue quand même un marché public parce que le juge, en tout cas, considère que il y a un abandon de recettes, donc qui constitue pour lui un prix. Donc, même pour ce type de prestation-là, on va considérer que c'est un contrat soumis au Code de la commande publique. Dans cette définition aussi, il est question des acheteurs, donc conclus par un ou plusieurs acheteurs. Donc, les acheteurs sont définis par deux termes. Donc, ce sont les pouvoirs adjudicateurs. Donc, à titre principal, la ville comme le Grand Angoulême sont deux pouvoirs adjudicateurs. Donc, aujourd'hui, les pouvoirs adjudicateurs sont aussi définis par le Code de la commande publique qui a réuni en fait aussi différents acheteurs publics ou parapublics qui n'étaient pas forcément soumis à la même réglementation. Aujourd'hui, tout le monde est soumis à la même réglementation, c'est-à-dire en premier les personnes morales de droit public classique, hein, donc l'État, ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, et les collectivités locales et leurs établissements publics de manière générale. Donc, à ce titre, voilà, nous sommes des pouvoirs adjudicateurs. Il soumet aussi à cette qualification de pouvoir adjudicateur les personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement un besoin d'intérêt général autre qu'industriel et commercial. Donc, voilà, avec plusieurs critères, hein, donc un financement majoritaire par un pouvoir adjudicateur, un contrôle par une personne publique, une composition des organes de direction ou on va dire une collectivité publique qui est représentée majoritairement. Donc là, vous allez trouver tous les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes d'HLM, les sociétés d'économie mixte ou les sociétés publiques locales, voilà, qui là, en plus, n'ont d'actionnaires que des personnes publiques. Et aussi, par exemple, les groupements d'intérêt public. Mais vous pouvez avoir aussi, par exemple, des associations, loi 1901, qui ont été créées spécifiquement pour répondre à un besoin d'intérêt général et qui répondent à l'ensemble de ces critères, c'est-à-dire un financement majoritaire par une personne publique, un contrôle par cette personne publique ou en tout cas une représentation importante dans leur conseil d'administration. Donc l'ensemble de ces structures ou de ces entités-là sont soumis aux règles définies par le Code de la commande publique qu'on va voir par la suite. Alors, parmi les acheteurs, je vous ai dit, vous avez les pouvoirs adjudicateurs que je viens de définir, mais vous avez aussi les entités adjudicatrices. Alors, je vais compliquer un peu les choses, mais les entités adjudicatrices, on va dire, bénéficient de règles allégées, on va dire, ou de seuils différents du pouvoir adjudicateur, mais avant tout, les entités adjudicatrices sont des pouvoirs adjudicateurs, mais par contre, ils interviennent dans des secteurs de réseau. Réseau d'eau potable, d'assainissement, d'électricité, de gaz, de communication électronique, ou par exemple tout ce qui va être dans les transports. Hein. Donc à ce titre, la ville d'Angoulême, par exemple, n'est pas une entité adjudicatrice, enfin n'agit pas en tant qu'entité adjudicatrice, mais par contre, Grand Angoulême intervient à ce titre comme ayant en charge le réseau de transport, par exemple, de Grand Angoulême, ou par exemple tout ce qui est lié à l'assainissement et l'eau potable.
Donc là-dedans, les règles sont, on va dire, allégées. Alors, toujours pour continuer dans la définition des marchés publics, les marchés publics se définissent aussi par l'obligation d'une définition préalable des besoins, ce qui donne à ces contrats certaines spécificités. Les marchés publics sont d'abord des contrats d'adhésion, hein, comme on peut en avoir par exemple quand vous allez souscrire un contrat d'assurance ou un contrat d'abonnement à la téléphonie mobile. On ne vous propose pas généralement de négocier votre contrat, soit vous le signez, soit vous ne le signez pas. Donc, c'est ce qu'on entend de manière générale comme contrat d'adhésion. Donc, notre obligation à nous, personnes publiques, c'est de définir préalablement les stipulations essentielles du contrat que l'on impose. Hein. Elles sont rédigées par nous et on les impose à nos co-contractants. Voilà, et elles ne peuvent pas être librement discutées ou négociées, généralement. Alors, vous avez un certain nombre de procédures qu'on va voir qui permettent la négociation, mais généralement, en tout cas, les marchés publics sont conçus plutôt comme des contrats d'adhésion, c'est-à-dire un besoin défini par la personne publique, hein, donc dans les spécifications techniques, les caractéristiques du besoin, les modalités d'exécution, la forme des prix aussi, et on a d'autres obligations de définition, notamment on doit prendre en compte normalement les objectifs de développement durable, hein, donc dans leurs 3 dimensions économiques, sociales et environnementales. Alors, il y a autre chose d'important aussi dans je dirais, la nouvelle réglementation des marchés à laquelle on est soumise depuis avril 2016. Auparavant, on se posait la question de savoir si on pouvait échanger préalablement au lancement des procédures avec les opérateurs économiques, et y compris avec les opérateurs économiques du territoire. Donc, de ce point de vue, les choses aujourd'hui sont écrites dans le code de la commande publique, hein, donc c'est ce qu'on appelle généralement le sourcing, ou ces fameuses études et échanges préalables avec les opérateurs économiques, parce que le terme sourcing a été refusé par le Conseil d'État, est inscrit. Donc, on peut effectivement, et de notre point de vue, on doit même avoir cet échange préalable avec les opérateurs économiques. On ne connaît pas forcément, nous, toujours les différentes contraintes qui s'appliquent aux différents secteurs économiques vers lesquels on va. Donc, on a cette possibilité-là même de soumettre notre besoin au préalable à différentes entreprises. L'idée, effectivement, c'est aussi d'avoir quand même une cible large, mais pour nous permettre aussi de valider un certain nombre de nos attentes ou un certain nombre de définitions de nos besoins. Donc aujourd'hui, c'est clairement, alors ça l'était déjà avant, mais c'est encore mieux quand c'est écrit. Aujourd'hui, c'est clairement autorisé par l'article R2111-1 du Code de la commande publique. Donc, les marchés publics sont régis par, aujourd'hui, en tout cas depuis le 1er avril 2019, par le Code de la commande publique. C'est intéressant de se poser la question d'où vient cette réglementation du droit de la commande publique, en tout cas dans sa forme actuelle. Et en fait, le Code de la commande publique n'est qu'une déclinaison d'un certain nombre d'accords internationaux qu'a conclu la France, et en particulier en passant aussi par l'intermédiaire d'une représentation de l'Union européenne, hein, mais en particulier l'accord sur les marchés publics conclu en 1994 sous l'égide de l'OMC. C'est intéressant cet accord sur les marchés publics parce que quand on va parler tout à l'heure des seuils européens qui sont mis à jour tous les 2 ans, donc là c'est le cas notamment depuis le 1er janvier 2020, on a changé de seuil pour les procédures européennes. Eh bien en fait ce sont des seuils qui sont définis depuis l'origine par l'accord sur les marchés publics de l'OMC et qui sont remis à jour en fonction des évolutions monétaires. Voilà. Cet accord sur les marchés publics, il a eu là aussi une déclinaison régionale, donc c'est un accord international, hein, multilatéral. Il a été adapté en tout cas par les traités, d'abord les traités fondamentaux de l'Union européenne qui prennent en compte les marchés publics en premier lieu, puisque l'idée d'ouvrir les marchés intérieurs en tout cas
à la concurrence au niveau européen prenait évidemment en compte l'ouverture des marchés publics. Aujourd'hui, ce sont 2 directives qui régissent, enfin qui sont à l'origine de notre code de la commande publique. C'est donc 2 directives du 26 février 2014, au principal en tout cas, donc la 2014-24 sur la passation des marchés publics et la 2014-25 sur les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. Donc, c'est-à-dire, vous voyez la 2014-24, c'est celle qui s'applique au pouvoir adjudicateur, et la 2014-25, celle qui s'applique aux entités adjudicatrices. Voilà, donc ce sont différentes ordonnances, en tout cas, qui ont mis en place, qui ont permis l'entrée en vigueur du Code de la commande publique. Et donc, et en particulier, pour l'adaptation, en tout cas, de ces 2 directives européennes, c'était d'abord une ordonnance du 23 juillet 2015 concernant les marchés publics. Voilà. Alors, l'intérêt aussi dans le code dans l'application, en tout cas dans la transposition des 2 directives de 2014, c'était aussi de simplifier le droit de la commande publique et en particulier de réunir différents textes qui s'appliquaient à ce champ, qui faisaient qu'on appelait de manière différente de l'Union européenne, en tout cas des contrats que l'Union européenne, elle considérait comme étant soit des marchés publics, soit des concessions. Et c'est notamment le cas donc, pour vous montrer cette simplification, vous voyez, vous aviez auparavant, vous voyez l'avant, l'après, vous aviez auparavant de nombreux textes, en tout cas, qui s'appliquaient au marché public et au partenariat public-privé, qui ont ensuite été réunis, en tout cas, dans l'ordonnance du 23 juillet 2015 sur les marchés publics et son décret d'application du 25 mars 2016. Donc, vous voyez qu'il y a quand même eu, dans l'avant-après, une simplification, en tout cas, et une mise en cohérence, en tout cas, de ces ensembles de contrats. Donc, vous voyez, vous avez notamment aussi le BEA, c'est le bail emphytéotique administratif, hein. Vous aviez aussi les autorisations d'occupation temporaire avec convention de mise à disposition, donc c'est ce que vous avez à droite, en bas à droite, les AOT, CMD, voilà, et différents contrats de partenariat. Aujourd'hui, encore une fois, l'ensemble de ces contrats-là rentrent dans le champ du Code de la commande publique et sont appelés marchés publics, y compris pour les contrats de partenariat qu'aujourd'hui on appelle les marchés publics de partenariat. Voilà. Ensuite, à la suite de cette ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d'application du 25 mars 2016, l'idée, ça a été aussi, encore une fois, de créer un code de la commande publique qui, là aussi, simplifie, en tout cas, ou met en cohérence un ensemble de textes aussi qui s'appliquaient à ce champ de la commande publique dans un code de la commande publique. Donc, vous voyez sur votre gauche, effectivement, l'ordonnance et le décret sur les ordonnances et décrets sur les concessions et les marchés publics. Mais vous aviez aussi la loi de 1975 sur la sous-traitance, la loi sur la maîtrise d'ouvrage public et ses relations avec la maîtrise d'œuvre privée, donc du 12 juillet 1985, qu'on appelait, pour réduire, la loi MOP, donc qui traite principalement justement des contrats avec les architectes, en fait, voilà, dans la mise en œuvre des ouvrages publics, des ouvrages de bâtiments et de travaux publics. Le décret sur les délais de paiement, un certain nombre de règles édictées par les juges, en fait, donc ces règles jurisprudentielles qui n'avaient pas fait l'objet d'articles de loi et qui ont été aussi là réunis dans le Code de la commande publique. Une loi de novembre 2018, la loi Elan, qui là aussi avait apporté de nouveaux éléments, notamment sur le rôle de la commission d'appel d'offres, et qui ont été là aussi réunis dans le Code de la commande publique, et des textes sur les règlements alternatifs des différends. Donc tout cet ensemble de textes épars a été réuni dans le Code de la commande publique qui est entré en vigueur au 1er avril 2019. Alors, pour donc ces différents, donc je vous ai dit à partir du 1er euro, on est dans le cadre des marchés publics.
mais l'ensemble de ces marchés publics n'est pas obligatoirement soumis à des procédures de publicité et de mise en concurrence. Les différentes procédures s'appliquent en fonction de seuils, et donc qui sont déterminés là aujourd'hui par le Code de la commande publique, en tout cas l'une de ses annexes, donc qui est mise à jour. Donc ces seuils sont mis à jour tous les 2 ans. Donc là, en tout cas, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Alors là, je ne l'ai pas modifié, mais je vous le dis quand même à l'oral. Donc, c'est pour les besoins supérieurs à 214 000 € pour les fournitures et services et 5 350 000 aujourd'hui pour les travaux. Donc, ils sont soumis à une procédure qu'on dit formalisée ou européenne parce que nous sommes tenus en tout cas de publier un avis de marché au journal officiel de l'Union européenne. Et les directives dont nous avons parlé tout à l'heure ne traitent, elles, que des marchés qui sont supérieurs à ces seuils-là, donc 214 000 € pour les fournitures et services et 5 350 000 pour les travaux. Pour les besoins inférieurs à ces seuils, on va parler de procédures adaptées. Donc en fait, on peut s'inspirer des procédures formalisées, mais il y a une plus large marge d'appréciation pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui doivent elles-mêmes organiser leurs propres procédures adaptées, évidemment en respectant les grands principes de la commande publique, hein, c'est-à-dire la liberté d'accès des entreprises, l'égalité de traitement entre les candidats et la transparence des procédures. Alors là aussi, il y avait pour les besoins inférieurs au seuil de 25 000 € une dispense de publicité, de mise en concurrence et de formalisme. Aujourd'hui, ce seuil est passé à 40 000 € hors taxe, donc il a été augmenté. Ceci étant dit, nous avons des obligations quand même de formalisation entre 25 000 et 40 000 € hors taxe, même si en tout cas on n'est pas soumis à des règles de publicité et de mise en concurrence. Donc là, ça veut dire qu'on peut conclure un contrat de gré à gré, hein. Voilà. On doit quand même en assurer un suivi particulier et on doit publier même chaque année avant le 31 décembre la liste des marchés de gré à gré qu'on a conclus l'année précédente entre 25 000 € et 40 000 € hors taxe. Voilà, donc là aussi, simplement, sans vouloir compliquer les choses, mais donc ça, ce sont les seuils en tout cas qui s'appliquent pour les pouvoirs adjudicateurs. Pour les entités adjudicatrices dont je vous ai dit qu'elles ont des règles plus souples, les seuils sont doublés. Voilà. Donc, sauf en matière de travaux, puisqu'en matière de travaux, les 5 350 000 € aujourd'hui s'appliquent quel que soit qu'on soit un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice. Voilà. Donc, pour le calcul des seuils, normalement, nous ne pouvons pas prendre isolément un besoin. Donc, vous avez deux méthodes particulières de calcul des seuils. Une nomenclature interne, en tout cas, qui définit différentes familles de produits ou différents segments d'achat qu'on doit cumuler entre eux au minimum sur une année budgétaire. Pour savoir, en tout cas, si pour savoir à quelle procédure on est soumis en fonction des différents seuils dont je viens de parler. Donc, par exemple, vous allez avoir un numéro de nomenclature pour l'achat de fournitures de bureau ou une nomenclature sur l'achat de services de maintenance informatique. Ou par exemple sur des services de téléphonie fixe ou mobile. Donc, si l'ensemble des commandes du pouvoir adjudicateur sur une année est inférieur, par exemple, au seuil de 214 000 €, on peut passer une procédure adaptée. Si on est au-delà de ce seuil, on sera obligé de passer une procédure européenne et au premier rang desquelles l'appel d'offres ouvert. Pour les travaux, c'est un petit peu différent. Donc là, on ne va pas cumuler en fonction de famille d'achat. On va cumuler des prestations qui vont être de nature différente, mais qui vont constituer en elles-mêmes une unité qui est l'opération de travaux, notamment, par exemple, sur la construction ou la réhabilitation d'un ouvrage de bâtiment ou de génie civil.
Donc là, on va cumuler un ensemble de travaux entre eux pour savoir, encore une fois, où est-ce qu'on se situe en matière de seuil de procédure. Si, par contre, on veut pouvoir reconduire le contrat sur plusieurs années, donc par exemple 1 an renouvelable 1 fois, 2 fois, 3 fois, là, on va devoir prendre en compte les besoins sur la totalité de la durée du contrat, reconduction comprise. Voilà. Et enfin, si on part sur un accord cadre, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelait notamment avant les marchés à bon de commande, donc les accords cadres à bon de commande aujourd'hui ou les accords cadres qui s'exécutent par le biais de marchés subséquents, on va prendre en compte le montant maximum du contrat. Alors évidemment, si on est, comme vous pouvez le voir comme vous pourrez le voir en tout cas, si vous allez voir des avis de publicité en matière de marché, si on est sans minimum ni maximum, on est forcément dans une procédure européenne, une procédure formalisée. Donc, ces procédures formalisées, quelles sont-elles? Donc, pour les besoins d'un montant supérieur au seuil de 214 000, je corrige, hein, pour les fournitures et les services, et 5 350 000 pour les travaux, la procédure de principe, c'est l'appel d'offres. Hein. Les autres procédures sont des procédures dérogatoires. Donc, il faut remplir un certain nombre de conditions pour y avoir recours. Donc, ces procédures dérogatoires, ce sont la procédure avec négociation et le dialogue compétitif. Dans l'appel d'offres, qui est donc la procédure de principe, la négociation est interdite. Les seules choses qu'on peut demander aux candidats qui nous répondent, c'est de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. En tout cas, on ne peut pas leur demander de modifier leur offre, on ne peut pas négocier leur offre. Voilà. Alors là aussi, pour vous dire, donc, quand on est un pouvoir adjudicateur, la procédure de principe, c'est l'appel d'offres. Je vous ai dit que les procédures étaient plus souples pour les entités adjudicatrices. Pour les entités adjudicatrices, on va avoir libre choix entre ces procédures, voilà, sans avoir à remplir les conditions, en tout cas, qui sont fixées pour y déroger en tant que pouvoir adjudicateur. Voilà. Alors, vous avez aussi d'autres procédures, mais qui sont spécifiques hein, et qui sont notamment liées à ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la loi MOP, la maîtrise d'ouvrage public. Ce sont les concours, et notamment les concours d'architecture dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Où là, effectivement, c'est un mode de sélection par lequel on choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'architecture, de l'aménagement du territoire ou de l'urbanisme. Voilà. Donc, pour ces procédures formalisées, vous avez un certain nombre de délais, nous, par exemple, auxquels on est soumis à partir du moment où on a publié un avis de marché. Délai pendant lequel on doit mettre à votre disposition le dossier de consultation des entreprises et pour vous laisser en tout cas le temps d'y répondre. On ne peut pas y déroger, c'est-à-dire que là, ce sont des délais minimums de consultation, on ne peut pas faire moins que ce qui est inscrit ici, sauf dans un certain nombre de cas que je vais voir avec vous. Donc, vous voyez par exemple sur les procédures ouvertes, donc sur un appel d'offres ouvert, vous allez avoir 35 jours obligatoires de délai de consultation, qu'on peut réduire de 5 jours parce qu'on met à disposition, et aujourd'hui c'est obligatoire en tout cas depuis le 1er octobre 2018, on est obligé de mettre à disposition le dossier de consultation par voie électronique et d'accepter, et vous, en contrepartie, vous êtes obligé en tout cas de répondre sous format électronique aussi. Donc l'ensemble de la consultation est dématérialisé, et donc vous avez une obligation nous avons une obligation de dématérialisation, et vous aussi pour nous répondre. Donc, sur les procédures restreintes que vont être l'appel d'offres restreint et, on va dire, les procédures avec négociation et dialogue compétitif, vous voyez, c'est relativement équivalent. Donc là, vous avez, quand on parle de procédure restreinte, c'est que vous avez d'abord une phase de sélection des candidats et ensuite, à ces candidats, il est demandé de remettre, enfin, aux candidats qui sont sélectionnés à l'issue de la première étape, il est demandé de remettre une offre. Donc, c'est le cas pour l'appel d'offres restreint, mais c'est le cas aussi de toutes les autres procédures dérogatoires, donc la procédure avec négociation et la procédure de dialogue compétitif qui, par essence, en tout cas par nature,
sont des procédures restreintes. Donc là, vous voyez, c'est 30 jours pour le délai de candidature. Et alors là, on va passer de 30 à 25 jours parce qu'on met à disposition, en tout cas, où il y a une remise par voie électronique, donc on enlève 5 jours aussi. Voilà. Alors avant, vous aviez une majoration du délai pour l'absence d'accès intégral au dossier de consultation des entreprises, mais aujourd'hui, comme c'est une obligation depuis le 1er octobre 2018, aujourd'hui, cette majoration n'a plus forcément de sens. Normalement, on ne peut pas y déroger, sauf donc à ces délais, sauf en cas d'urgence avérée, hein, en tout cas, ou dans des situations d'urgence. Donc là, évidemment, si je vous prends l'exemple récent de l'épidémie de Covid-19, je pense que vous aurez compris que c'était un cas de réduction des délais de consultation. Par contre, dans un certain nombre de cas, on va devoir majorer ces délais, donc vous laissez plus de temps pour répondre. Alors déjà, normalement, nous, on est censé prendre en compte aussi la complexité de ce qu'on demande en termes de réponse aux entreprises pour déterminer le délai de consultation, sachant qu'il ne peut pas être inférieur à celui qui est inscrit dans ce tableau. Donc, si par exemple, on a souhaité, nous, qu'il y ait une visite des lieux qui soit faite, c'est normalement, ça nous oblige, nous, à majorer le délai de consultation. Quand il y a des demandes de compléments d'information, on peut modifier aussi, ce qui peut même nous arriver à modifier notre cahier des charges. Là aussi, on doit vous laisser plus de temps pour répondre. Et si on modifie substantiellement, en tout cas, les conditions initiales du fait de questions des différents candidats, on est censé repartir sur le même délai qu'initialement. Donc, en gros, si au bout de 25 jours, on se rend compte effectivement qu'il y a une modification importante à faire sur notre cahier des charges, qu'on publie cette modification, on est obligé de partir à nouveau sur 30 jours. Voilà. Donc, voilà en tout cas pour les différentes procédures. Hein. Alors, elles sont toutes organisées de manière un petit peu équivalente pour nous, en tout cas. Donc, nous, on rédige le besoin sur le plan technique. Donc, on rédige généralement un certain nombre de pièces dont vous allez, même si aujourd'hui, le texte du Code de la commande publique ne parle plus forcément de ces différents documents, il parle de rédiger un contrat. Vous allez toujours entendre parler d'un cahier des clauses administratives générales, hein, donc le CCAG, et son adaptation pour le marché qui va être le CCAP, donc le cahier des clauses administratives particulières. Le cahier des clauses techniques particulières, qui là est la définition technique du besoin hein, par l'acheteur dans nos structures. Et puis un certain nombre de pièces financières, donc soit si le prix est forfaitaire, une décomposition de prix global et forfaitaire, soit si les prix sont unitaires, un bordereau de prix unitaire. Voilà. Donc, ces différentes pièces en fait constituent le dossier de consultation des entreprises. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler d'un DCE, donc le dossier de consultation des entreprises, qui est mis à disposition obligatoirement sur une plateforme de dématérialisation. Donc, la nôtre, c'est la plateforme de l'Association Marché Public Aquitaine, donc c'est demat-empa.fr, où en plus vous pouvez trouver, je crois, plus de 1500 collectivités de la Nouvelle-Aquitaine qui publient leur marché sur cette plateforme. Et donc, à l'issue de ce délai, vous remettez une offre, on analyse, en fait, les techniciens, en fait, analysent les offres sur la base des critères qui ont été définis. Il y a un classement des offres et une attribution, en tout cas pour les procédures formalisées, qui est faite par une commission d'appel d'offres. Donc, cette commission d'appel d'offres, c'est une émanation des assemblées délibérantes, donc une émanation du conseil municipal pour la ville d'Angoulême, une émanation du conseil communautaire pour Grand Angoulême, donc composé d'élus, qui classent et attribuent les marchés formalisés. Enfin, après une procédure formalisée. Et leur compétence, la compétence de cette commission d'appel d'offres, elle est décisionnelle. Hein. C'est eux qui attribuent les marchés. Donc, nous, ensuite, on doit informer les candidats évincés en respectant un délai de suspension de signature, c'est-à-dire à partir du moment où on a informé les candidats non retenus des motifs de rejet de leur offre et des motifs de choix de l'offre retenue, on doit suspendre la signature
des contrats pendant 11 jours pour permettre d'introduire notamment un certain nombre de voies de recours, et en particulier le référé, là pour celui-ci, le référé précontractuel, qui doit être introduit avant la signature du contrat. Donc nous, ensuite, on a des obligations de transmission en préfecture, de contrôle de légalité, et ensuite, on notifie le contrat, et c'est à ce moment-là que le contrat est exécutoire. Simplement, ensuite, pour vous parler en tout cas des conditions qui sont celles du recours à des procédures dérogatoires, je vais vous en montrer les motifs. Donc, les conditions de recours à la procédure avec négociation et le dialogue compétitif, vous voyez, c'est notamment si le besoin ne peut pas être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles, si le besoin consiste en une solution innovante, ou si le marché public comporte des prestations de conception. Donc, vous voyez que dans les 3 premières conditions, effectivement, on n'est pas sur un achat comme on dit, sur étagère ou sur catalogue. Ça demande en tout cas une adaptation à un besoin qui va être défini par le pouvoir adjudicateur, donc qui va forcément sous-entendre une conception aussi. On peut avoir recours aussi à ces procédures dans le cadre de circonstances particulières, donc liées à la nature, la complexité, au montage juridique et financier, ou en raison des risques qui s'y rattachent. Quand le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques également, donc avec une précision suffisante, ou lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, donc seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées. On entend par offre irrégulière en fait une offre qui ne respecte pas les prescriptions du cahier des charges définies par la collectivité, ou il y a une lacune en tout cas dans l'offre remise par rapport à ce qui est exigé notamment dans les documents de la consultation, et en particulier le règlement de la consultation. Donc si par exemple on vous a demandé de remettre un catalogue et que vous ne l'avez pas remis, ou par exemple si vous avez omis de remplir un certain nombre de cases d'un bordereau de prix, ça rend l'offre irrégulière. Une offre inacceptable, par contre, c'est une offre qui ne peut pas être financée en fait par le pouvoir adjudicateur. C'est-à-dire que les crédits qui sont inscrits au budget ne permettent pas de financer cette offre. Elle est trop chère. Voilà. Et donc dans ces cas-là, normalement, elle est écartée. Donc, si on n'a que des offres irrégulières ou inacceptables à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, on peut par contre recourir à une procédure avec négociation ou un dialogue compétitif. Voilà. Donc, la procédure avec négociation comme le dialogue compétitif, comme je vous ai dit, ce sont des procédures restreintes. Donc elles sont précédées d'abord d'une phase de sélection des candidats. Donc, on va sélectionner généralement sur la base de leur capacité technique, leur garantie financière et leur capacité donc technique, financière et professionnelle. On va chercher à avoir 3 ou 5 candidats. On va réduire en tout cas le nombre de candidats admis à remettre une offre. Donc voilà. Alors qu'à l'inverse, en procédure ouverte aujourd'hui, on peut même laisser les capacités, l'analyse des capacités ou l'examen de la candidature à seulement l'entreprise qu'on se propose de retenir. C'est-à-dire, on fait l'analyse des candidatures. Aujourd'hui, on peut le faire, en tout cas dans les procédures ouvertes, après l'analyse des offres. Maintenant, pour revenir sur les procédures adaptées, donc les procédures adaptées sont les marchés d'un montant inférieur à 214 000 euros, je corrige, donc pour les fournitures et services, et 5 350 000 pour les travaux depuis le 1er janvier 2020. Mais vous avez un certain nombre de marchés qui, par principe, vont être des procédures adaptées, quel que soit leur montant. Donc, ce sont aussi les marchés des services sociaux et autres services spécifiques. Donc là aussi, c'est en fait une autre directive européenne qu'on dit les secteurs non prioritaires. Vous avez à l'intérieur notamment tout ce qui est lié à la santé, l'aide à domicile, la réinsertion, la restauration collective, la formation, le conseil juridique
et par exemple les services récréatifs, culturels et sportifs. Donc ceux-là, quel que soit leur montant, ils pourront être passés sous forme de procédure adaptée. On a aussi, nous, la possibilité, notamment dans les opérations de travaux, de définir des petits lots, c'est-à-dire que quand on a un ensemble de travaux, par exemple, qui dépassent les seuils européens, on va passer un appel d'offres, mais on va pouvoir extraire un certain nombre de lots, qu'on va appeler des petits lots, et les passer en procédure adaptée, pour peu que chacun d'entre eux, par exemple, pour les travaux, soit inférieur à 1 million d'euros, et que l'ensemble des petits lots qu'on va passer sous forme de procédure adaptée ou de MAPA ne dépasse pas 20% du montant total des travaux. Donc, ce qui nous laisse là aussi, on va dire, une possibilité d'aller plus vite, hein, parce que la procédure adaptée va plus vite, et qui nous permet, par exemple, de négocier avec les candidats. Donc, ces procédures adaptées ne sont pas définies par les textes, hein. Donc, il appartient en fait aux collectivités de fixer leur propre procédure interne, voilà, pour appliquer la procédure adaptée. Évidemment, on peut s'inspirer des procédures formalisées, mais on doit respecter les 3 grands principes de la commande publique que vous voyez reproduits ici. Donc, le principe de transparence de la procédure, d'égalité de traitement entre les candidats et d'égal accès des candidats ou de la liberté d'accès des candidats à la commande publique. Voilà. Alors, comment nous, on va définir donc là, on a parlé des procédures, comment nous, on va rédiger en fait notre besoin. Quand on est en capacité de connaître, nous, notre besoin et de le décrire précisément, on va parler d'abord d'un marché, un marché simple, et où on va appliquer un prix global et forfaitaire. Donc là, il faut qu'on ait, pour demander en tout cas aux entreprises qui nous répondent de forfaitiser leur prix, donc le prix forfaitaire, il s'applique quelle que soit la quantité livrée. Il faut d'abord et avant tout qu'on soit en capacité de définir très précisément notre besoin. Mais si on est en capacité de le faire, on va définir un prix global et forfaitaire qui sera attendu, et on va parler de marché simple à prix global et forfaitaire. Quand on connaît par contre des variations de fréquence ou de quantité, des quantités demandées sur la durée du marché, là on a d'autres techniques d'achat, et en particulier l'accord cadre à bon de commande. Donc là effectivement on sait définir notre besoin, on sait ce qu'on veut acheter, mais on ne connaît pas le rythme et l'étendue du besoin à satisfaire. Donc là on va plutôt appliquer un prix unitaire, des prix unitaires à des quantités réellement exécutées. Donc là, c'est là où vous allez voir par exemple des bordereaux de prix unitaires. Donc l'accord cadre, il va fixer toutes les dispositions contractuelles, hein. Donc on va définir notre besoin, on sait ce qu'on doit acheter, donc on va le définir, mais on va se laisser la possibilité de l'exécuter par l'émission de bons de commande. L'accord cadre à bon de commande peut fixer un montant minimum ou maximum de commandes. S'il n'y a pas de maximum, on sera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, obligatoirement dans une procédure formalisée. Les accords cadres, de manière générale, sont les seuls marchés publics où la durée est maximale et déterminée par le texte. On n'a pas le droit normalement d'aller au-delà de 4 ans. Et en particulier parce qu'on considère que ces accords cadres à bon de commande s'appliquent particulièrement aux achats récurrents, aux besoins récurrents, et qui sont soumis à une forte concurrence. Donc c'est la raison pour laquelle leur durée maximale est définie par le Code de la commande publique. Alors après, cette durée de 4 ans, elle peut être atteinte en tout cas par un certain nombre de reconductions. Donc vous allez voir assez souvent des marchés d'une durée d'1 an ferme, reconductibles 3 fois par exemple, soit une durée de 4 ans maximum. Donc là, encore une fois, on est en capacité quand même de définir précisément notre besoin dès l'origine dans un bordereau de prix unitaire qui s'appliquera pour la durée totale du contrat. Quand on a un peu plus d'incertitude sur l'évolution de notre besoin, on a un autre type d'accord cadre
qui est l'accord-cadre qui s'exécute par la passation de marchés subséquents. Alors, ce type d'accord-cadre permet de sélectionner un ou plusieurs attributaires, donc on va parler d'accord-cadre mono ou multi-attributaires, et ils vont être remis en concurrence, où on va demander, enfin là c'est pour le cas où il est multi-attributaire, ou alors on va demander en tout cas de préciser l'offre initiale du titulaire de l'accord-cadre, donc là c'est le cas pour les mono-attributaires, à chaque fois qu'on a la survenance d'un besoin. Donc là, l'accord-cadre peut ne pas fixer la totalité des stipulations contractuelles. On a la possibilité de préciser dans les marchés subséquents des caractéristiques, des modalités d'exécution qui n'ont pas été fixées initialement. Et y compris, du fait de la mise en concurrence, on peut demander de remettre un prix au moment de la survenance d'un besoin. Alors, ça a, dans un certain nombre de cas, un avantage, et notamment dans les secteurs où on a une grande volatilité des prix. C'est le cas notamment en matière de carburant ou une grande évolutivité aussi technologique, et ça c'est le cas pour le matériel informatique. Donc on peut avoir, à chaque fois qu'on a une survenance du besoin, sur un nombre prédéterminé d'attributaires de l'accord cadre, on peut leur demander le meilleur prix ou le produit le plus performant à l'instant T. Alors l'inconvénient, évidemment, pour nous, c'est un peu plus de complexité, et pour vous aussi, d'ailleurs, c'est un peu plus de complexité, et une moins grande réactivité par rapport au bon de commande. Mais voilà, il y a un certain nombre de cas, comme vous le voyez au moins dans le cas du carburant et du matériel informatique, où ça a un intérêt du fait de la nature même de ces achats. Là aussi, l'accord cadre ne peut pas dépasser la durée maximale de 4 ans. Et là aussi, il doit être enfermé dans un montant minimum et maximum. S'il n'y a pas de maximum, on sera forcément dans une procédure européenne, une procédure formalisée. Quand on est en capacité de définir le besoin de manière précise, je vous ai dit qu'on pouvait on pouvait avoir recours à un marché simple à prix global et forfaitaire. Mais dans un certain nombre de cas, on va avoir un besoin qui est défini à l'avance de manière très précise, mais on veut se laisser la possibilité de ne pas commander une ou plusieurs parties de la prestation. Donc là, on va parler de tranches. Donc de tranches fermes, il y aura forcément toujours une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles. Donc avant, on parlait de conditionnel, aujourd'hui on parle de tranches optionnelles. Mais en tout cas, elles ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'on se laisse, nous, la possibilité d'affermir ou non en cours d'exécution du marché, soit par ordre de service, soit par une décision d'affermissement. Donc là, comme on a défini le besoin de manière précise dès le départ, les prix vont être forfaitaires, mais ils vont être forfaitaires par tranche. Voilà. Forcément, là aussi, pour déterminer les seuils, on va devoir prendre en compte le montant de l'ensemble des tranches, même si on se laisse la possibilité de ne pas les commander, on doit les prendre en compte, en tout cas, pour déterminer la forme de la procédure. Donc, comme je vous ai dit également, on peut prévoir, en tout cas, et c'est le cas notamment pour les accords cadres à bon de commande principalement, une durée d'exécution initiale qui va être ferme, et ensuite des reconductions du contrat. Alors, en tout cas entre 2000 et 2016, on avait une interdiction dans les collectivités publiques d'avoir recours à la tacite reconduction. Mais depuis la nouvelle réglementation des marchés, donc depuis le 1er avril 2016, on a la possibilité d'y recourir. Bon voilà, ça ne fait pas partie des habitudes de nos collectivités, mais on peut avoir recours à la tacite reconduction. Voilà. Donc là, évidemment, aussi, pour déterminer la procédure à mettre en œuvre, on doit prendre en compte le montant maximum sur la durée totale, reconduction comprise. Jusqu'ici, tout va bien. Donc ensuite, nous, dans les obligations que nous avons, je vous ai dit qu'on doit respecter 3 grands principes qui s'appliquent à la commande publique, donc la transparence, l'égalité de traitement et la liberté d'accès. Et c'est notamment l'égalité, l'ensemble de ces 3 principes en fait repose principalement
sur une définition préalable du besoin, comme on l'a vu, mais aussi une définition préalable des critères qui vont être mis en œuvre pour la sélection des candidatures et des offres. Donc, on se doit en tout cas d'être transparent, c'est-à-dire dès l'origine, les fixer et qu'ils ne soient pas en tout cas discriminatoires. Donc, nos critères de sélection et d'analyse sont établis en fonction de l'objet du marché. Donc, on ne peut pas en tout cas avoir un critère de sélection qui s'éloignerait de l'objet même du marché. Et ils doivent être donc portés à la connaissance des candidats dès l'origine, donc généralement dans le règlement de la consultation. Ces différents critères vont être affectés d'une pondération, donc d'une valeur chiffrée. Alors après, vous pouvez avoir de toutes les formes, en pourcentage, en coefficient, en nombre de points. L'important en tout cas, c'est qu'on donne une valeur chiffrée à l'ensemble des critères qu'on va mettre en œuvre pour l'analyse des candidatures et des offres. En tout cas, pour la pondération, elle est obligatoire pour les critères de sélection des offres. Oui. Alors, non, certains critères doivent... Oui. Pas de problème, Bernard, continuez. Je demandais aux gens s'ils avaient des questions. Oui. D'accord. Alors, vous avez certains critères, en tout cas toujours dans l'idée de donner en tout cas à l'avance les règles qui vont s'appliquer à la sélection de ce que le texte appelle l'offre économiquement la plus avantageuse. Donc on doit informer sur les conditions dans lesquelles on va déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. On doit obligatoirement décliner un certain nombre de critères en sous-critères. Et c'est notamment le cas de tous les critères que pourtant vous allez voir assez souvent et qui en eux-mêmes ne veulent pas dire grand-chose, et en particulier la valeur technique ou la qualité esthétique. Toujours dans l'idée, encore une fois, de ne pas laisser une marge d'appréciation sans limite, en tout cas au pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire à nous, collectivités publiques. La valeur technique, en soi, ça veut tout et rien dire. Donc là, forcément, on doit décliner ces critères-là en sous-critères qui doivent être également aussi affectés d'une pondération. La qualité esthétique également, on peut dire critère le plus subjectif qui soit, il doit être forcément décliné en sous-critères et des sous-critères qui sont pondérés. On est incité très fortement à aussi utiliser des critères qui sont liés à la performance en matière de protection de l'environnement et d'insertion des publics en difficulté, toujours dans l'idée de définir préalablement notre besoin en prenant en compte les 3 piliers du développement durable. Alors, les critères, évidemment, ils ont vocation à juger de la performance d'une offre et pas de sa conformité au cahier des charges. La conformité au cahier des charges n'apporte pas de points. C'est le niveau 0. Une offre qui ne serait pas conforme au cahier des charges, de toute façon, devrait être rejetée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme une offre irrégulière. Donc, ce qu'on va juger, c'est l'optimisation, en tout cas, de la définition de notre besoin, en partant du niveau de base qui est celui défini dans le cahier des charges. Donc là, chez nous, un service acheteur procède à l'analyse de chaque offre, voilà, au regard des critères et sous-critères pondérés, et attribue une note chiffrée. Et donc, cette analyse est généralement soumise, alors pour les procédures formalisées, obligatoirement est soumise à l'appréciation de la commission d'appel d'offres, et pour les procédures adaptées, c'est soumis à l'appréciation du représentant du pouvoir adjudicateur, qui est en gros le maire et son administration pour la ville, et le président de la communauté d'agglomération et son administration pour la communauté d'agglomération. Sachant que nous, on a introduit une autre instance pour faire entrer un peu de collégialité pour les procédures adaptées, puisque je vous ai dit que le seuil des procédures formalisées pour les marchés de travaux, c'est 5 350 000. Alors, nous, à notre niveau, à Grand Angoulême et à la ville d'Angoulême, quand on a une opération de construction, on est assez rarement au-dessus de ce seuil. Mais justement, pour faire entrer un peu de collégialité dans le choix des candidats, on a mis en place ce qu'on appelle une commission MAPA, donc commission des marchés après procédure adaptée, pour tous les marchés de travaux d'un montant entre 214 000 €, qui est le seuil qui s'applique aux fournitures et services, et
5 350 000 qui est le seuil de procédure formalisée pour les travaux. Donc au-dessus dans entre ces deux seuils-là, en tout cas, on fait intervenir une instance collégiale qui est en fait une émanation là aussi de la commission d'appel d'offres, qui là par contre n'a pas de pouvoir de décision, mais qui va rendre un avis aux représentants du pouvoir adjudicateur sur l'attribution des marchés après procédure adaptée. Donc ça, c'est une partie qui est très importante pour nous, les critères de sélection et l'analyse, parce que c'est celle en tout cas qui prête forcément le plus, qui fait le plus l'objet de critiques par rapport aux candidats, et c'est celle aussi qui ouvre qui peut éventuellement ouvrir la voie à des contentieux de la passation des marchés. Donc nous, on est extrêmement vigilants sur la définition des critères de sélection et l'analyse. Alors, dans mon service, on est des juristes, donc on ne se substitue pas à des techniciens, parce que c'est d'abord les techniciens eux-mêmes qui savent comment identifier l'offre économiquement la plus avantageuse. Mais nous, en tout cas, on contrôle très précisément la définition des critères de sélection et l'analyse qui en est faite par les services acheteurs pour assurer la sécurité et la transparence de nos procédures. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions l'obligation de définir préalablement nos besoins. Donc, c'est effectivement là aussi pour donner le maximum d'informations, respecter cette égalité de traitement entre les candidats. Mais c'est également parce que nous avons un pouvoir très limité aujourd'hui en termes de modification du contrat par la suite par le biais d'avenants. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus encadrées qu'elles ne l'étaient, en tout cas avant le 1er avril 2016, vous aviez un article 20 du Code des marchés publics à l'époque qui vous disait, sauf suggestion technique imprévue, un avenant ne peut pas modifier l'économie initiale du contrat. Bon, ce qui vous laissait, on va dire, une grande marge d'appréciation et qui, en tout cas, ne permettait pas d'encadrer cette possibilité de modifier les contrats. Alors qu'au niveau de l'Union européenne, on considérait déjà que au-delà d'un certain nombre de seuils, modifier le contrat initial devait être précédé d'une nouvelle publicité, d'une nouvelle mise en concurrence. Donc depuis le 1er avril 2016, nous avons des règles qui sont beaucoup plus strictes et qui nous obligent aussi à définir mieux et plus précisément nos besoins dès l'origine. Donc, et vous voyez en tout cas ces règles en tout cas qui s'appliquent. Donc, on ne peut aujourd'hui modifier le contrat que lorsqu'on a prévu un cas, en tout cas dans le contrat qui doit entraîner une modification. Donc, on va parler de clause de réexamen. Hein. Donc, si une clause contractuelle prévoit la possibilité de modifier par avenant le contrat, on peut le modifier sans limitation de seuil. Par contre, il faut le prévoir dans le contrat initial et même le prévoir dans le calcul des seuils ensuite de publicité, de mise en concurrence. Évidemment, on peut modifier le contrat quand il y a un changement de titulaire, même si ce changement de titulaire est lié à différentes opérations de restructuration de l'actif des entreprises, hein, des fusions, absorptions, etc. Ensuite, pour des modifications de faible montant, on n'a pas à justifier en tout cas d'avoir recours à des avenants, mais avec un seuil qui est défini à 10% du montant fourniture et services et 15% du montant initial pour les travaux. Donc, ce qui limite quand même très fortement la possibilité de modifier, en tout cas, sans, par exemple, avoir à justifier notamment de circonstances imprévues. Et donc, dans un certain nombre, si on est effectivement soumis à des circonstances imprévues, là, on a la possibilité de modifier le montant du marché, y compris même jusqu'à 50% du montant initial du marché. Donc, une circonstance imprévue dans les marchés publics, c'est une catastrophe industrielle, une catastrophe naturelle ou une catastrophe sanitaire, comme on a pu le voir dernièrement avec la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, qui là a été définie même par la loi comme une circonstance imprévue, en tout cas un cas de force majeure en matière de contrat de la commande publique. Donc qui ouvre le droit en fait de modifier les conditions initiales du contrat.
Dans tous les cas, lorsqu'on est au-delà des seuils dont je vous parlais précédemment, c'est-à-dire 10% de la valeur initiale du contrat pour les fournitures et services, 15% pour les travaux, on n'est donc pas soumis à l'obligation de refaire une publicité, une mise en concurrence. Mais vous voyez, on doit quand même publier un avis sur le journal officiel de l'Union européenne qu'on va appeler un avis de modification du marché. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Moi, après, c'est simplement vous présenter un petit peu ce qu'était le service mutualisé aujourd'hui, le service commun de la commande publique. Donc, mon service, en fait, est en charge de la centralisation des procédures de passation au-delà du seuil de dispense de procédure. Donc, alors aujourd'hui, j'ai laissé encore 25 000 parce qu'on est quand même censé recourir à nous pour identifier les marchés entre 25 000 et 40 000. Mais nous, on rédige les pièces avec les techniciens à partir de 40 000 € aujourd'hui. On est en charge du secrétariat de la commission d'appel d'offres, donc de la ville comme du Grand Angoulême, et de la commission des marchés à procédure adaptée. Et on peut avoir à suivre le suivi financier de ces marchés et aussi faire du conseil juridique et stratégique sur les différents types de contrats administratifs, hein, que ce soit les contrats de concession, les marchés de partenariat, les marchés globaux sur performance, en tout cas tout ce qui est rattaché de près ou de loin au code de la commande publique ou qui est soumis à des règles de publicité et de mise en concurrence, puisqu'on voit que, notamment depuis le 1er juillet 2017, l'occupation du domaine public à vocation économique est aussi soumise dans un certain nombre de cas, des règles de publicité et de mise en concurrence. Donc là, mon service intervient aussi sur la passation de ces conventions d'occupation temporaire du domaine public. Voilà. Moi, j'ai terminé ma présentation. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Laetitia, je vous entends de très très loin. Ouais. C'est un peu haché, mais allez-y, allez-y. Je disais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Ah, attendez. Ah ben ça y est, c'est parti. Ah non, c'était une remarque, c'était très clair, nous dit Rebecca. D'accord, merci. J'espère que je ne suis pas allé trop vite sur certaines notions, mais si vous voulez que j'en approfondisse certaines, n'hésitez pas à me demander. Voilà, exactement. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Après, si vous avez des questions qui vous viennent peut-être un petit peu plus tard, n'hésitez pas à me les envoyer. Je pourrais peut-être les transférer à Bernard si vous avez un moment pour y répondre un peu plus tard. Oui. Il y a alors, si je peux préciser une chose, bon, un certain nombre d'entre vous connaissent déjà les marchés publics ou les contrats de concession, mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez avoir ne serait-ce que comment avoir l'information. Alors, vous avez plusieurs endroits en tout cas où vous pouvez prendre connaissance des marchés qui sont publiés. Et notamment sur le site du bulletin officiel des annonces des marchés publics, donc ce qu'on appelle le BOAMP, où vous pouvez créer en fait un compte et même avoir des alertes en fait par mail, définir, enfin par rapport à un certain nombre de nomenclatures des services ou des travaux ou des fournitures. Vous pouvez avoir des alertes par mail. Pour ce qui est des marchés de la ville d'Angoulême et du Grand Angoulême, nous, on publie sur le site donc www-ampa.fr, où là aussi, vous pouvez créer un compte et là aussi avoir des alertes à chaque fois que nous publions un marché dans votre secteur d'activité. Voilà. C'était important effectivement de préciser. Donc oui, pour répondre juste à ma
pas de problème. Vous aurez de toute façon tous les participants, vous êtes inscrits avec votre email. Donc, j'enverrai la semaine prochaine, je vous enverrai tous un email et vous aurez le lien YouTube pour pouvoir revoir ce webinaire, peut-être de manière plus reposée, enfin en tout cas pour prendre le temps de bien tout assimiler. Et j'en profiterai aussi dans ce mail pour vous envoyer le support de présentation de Bernard. Voilà. Que je remettrai à jour avec les seuils et je m'en excuse. Pas de problème. Alors, Voilà. écoutez, il n'y a pas de questions, donc on va clore cet atelier formation marché public. Bernard, merci beaucoup pour cette intervention. Voilà. Pour répondre à des besoins dispensés de publicité. Oui, alors oui, vous pouvez vous faire connaître auprès des services, hein, ne serait-ce qu'en matière de sourcing. Hein, je vous parlais effectivement des échanges préalables avec les opérateurs économiques. L'idée, c'est que on a encore du mal dans les collectivités publiques à aller vers vous. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous, notamment en ayant des interlocuteurs parmi les services techniques, parce que ce sont eux qui déterminent en premier lieu les cahiers des charges techniques et qui définissent le besoin. Donc oui, vous pouvez tout à fait vous présenter auprès des différents responsables des services de la ville ou de Grand Angoulême. Ok, voilà. Merci pour cette information. Merci à vous. Écoutez, encore une fois, Bernard, merci pour le temps consacré à ce webinaire. Merci à tous d'avoir été présents et je reprends contact avec tout le monde en début de semaine prochaine. Voilà. Ah, Marilène nous demande comment connaître le nom des responsables des services. Alors, c'est une très bonne question. Je ne sais pas d'ailleurs si, je vous avoue que j'ai pas été regardé, enfin en tout cas depuis que je suis arrivé à la ville et à Grand Angoulême, j'ai pas regardé si les organigrammes sont publiés. Après, vous appelez que ce soit l'accueil de Grand Angoulême ou le bureau d'information municipale, enfin l'accueil de la ville d'Angoulême, ils vous diront en tout cas qui sont les responsables des différents secteurs. Oui. Hein. Sur le site de Grand voilà. Angoulême, vous avez de toute façon la liste des services de Grand Angoulême. Et si vous appelez le standard, vous demandez le responsable de tel ou tel service, on vous le passera et on répondra à votre question. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci encore Bernard. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci. Pas de souci. Et donc, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.